France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Avatar, 13 ans après, le deuxième volet du film événement de James Cameron arrive dans les salles. Entre révolution cinématographique et monde virtuel, le film nous montre la voie de l'eau au plus près des tribus de l'océan. Pour en parler, le producteur d'Avatar, l'américain Jon Landau, complice du réalisateur canadien James Cameron, depuis Titanic déjà, mais aussi la réalisatrice Alice Winocour et la critique de cinéma Fleur Hopkins. 12h50, c'est le Book Club. L'amour, qui l'a le mieux écrit et quel mot pour le dire, de la poésie au roman, de la chanson au langage courant. Avec nous, la linguiste Julie Neveu et l'écrivaine Françoise Chandernagor. Elle est l'autrice d'une anthologie de la poésie féminine et on en parlera aussi avec vous et vos textes favoris dans moins d'une heure. Avatar 2, la saga continue avec Henri Leblanc qui vous a concocté ce club spécial Avatar. Retour sur ce phénomène du cinéma. Plus de 15 millions de spectateurs français. C'était en 2009 pour le premier volet qui nous emmenait déjà sur Pandora. Avec ce deuxième opus, le réalisateur hollywoodien James Cameron signe son 9e film après Terminator, Alien, Abyss ou encore Titanic. Et c'est un événement, une fois encore, pour les salles de cinéma, pour le grand public et pour une Caméronienne comme vous peut-être. Bonjour Alice Winocour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de Proxima ou encore de Revoir Paris. Vous êtes cinéaste, mais aussi une cinéphile qui place James Cameron très haut dans son panthéon. Avatar, Titanic et Abyss, sorti en 1989, dont vous dites même qu'il est votre film de chevet. Quelle influence revendiquez-vous côté James Cameron ? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont inspirés par Cameron, évidemment. Mais c'est vrai que, spécialement Abyss, c'est un film qui a beaucoup compté pour moi. C'était vraiment un film de chevet au moment de l'écriture de Proxima, le film que j'ai tourné sur une astronaute avec Eva Green. Et en fait, je crois que ce qui me touche dans ce film, c'est que derrière le dispositif complètement pharaonique, derrière tous les défis techniques, il y a toujours quelque chose un récit qui est très très intime et personnel, quoi, de Cameron, qui s'est inspiré de sa propre histoire, de son divorce. Donc, ce qui est au cœur du film, c'est l'histoire d'un naufrage et de la dérive d'un couple, mais pour ça, il met en scène le naufrage d'un sous-marin que le couple doit ramener à la surface, quoi. Donc il y a un côté très métaphorique et très, très beau. Oui, vous dites qu'il... Et moi, après, ce que j'aime beaucoup, c'est que Cameron, il inverse toujours les standards classiques des rapports hommes-femmes, puisque là, dans ce film, c'est l'homme du couple qui gère cette plateforme pétrolière, qui est jouée par Ed Harris, qui appelle sa femme à la rescousse, puisque c'est elle qui a conçu la plateforme et qui dirige l'équipe scientifique. Donc c'est la seule qui peut les aider et les sauver, quoi. Donc... Normalement, dans les films, c'est plutôt généralement l'inverse, qu'on voit plutôt les femmes qui appellent les hommes à l'aide. Et le Cameron de Avatar, vous l'attendiez ? Bah oui, je ne l'ai pas vu encore, mais en tout cas, évidemment, j'ai très hâte de le voir et j'ai l'impression que, oui, en tout cas, ce film, c'est sûr, j'ai l'impression qu'il a ouvert la voie aux films de super-héros modernes qui sont conscients de la représentation des personnages féminins dans leur récit. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, c'est une coutume répandue, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces héroïnes chez Cameron qui sont des guerrières, des sortes de combattantes qui sont... qui dirigent des plateformes, qui ont des missions, qui conduisent des vaisseaux spatiaux, des sous-marins, qui manient des armes. Voilà, c'est des sortes de rebelles, comme Rose aussi dans Titanic. Alors, un cinéaste qui fait la part belle aux femmes, aux personnages de femmes, aux héroïnes, et qui les projette aussi dans ces mondes imaginaires en leur donnant une place centrale. Vous êtes critique de cinéma, collaboratrice à la 7e Obsession, post-doctorante au CNRS. Fleur Hopkins, bonjour. Bonjour. Vous attendez ce Avatar 2 que vous avez vu en avant-première. Vous l'attendez ou vous l'attendiez pour les mêmes raisons que Alice Winocour ?
Je savais que ça allait être une débauche technique absolue et ça s'est confirmé lors de cette avant-première de ce film. J'étais curieuse aussi de voir effectivement le traitement des femmes. Elle parlait de guerrières. C'est vrai que ce qui est tout à fait fascinant dans l'univers de Cameron, c'est que ce sont souvent des femmes défroquées, des femmes qui ne sont pas soldates et qui s'affirment contre effectivement l'adversité, des femmes qui s'affirment contre des modèles masculins. Et Avatar est quand même un modèle un peu différent où la planète est conçue comme une femme et donc j'attendais de voir si la planète allait encore être au centre de cet univers dans le deuxième opus. Alice Winocour, c'est vrai que la technologie prend une place essentielle dans le cinéma de James Cameron et on va en reparler avec le producteur John Lando. C'était une révolution technologique et notamment avec la 3D au moment de la sortie de Avatar 1, enfin le premier volet, et ça l'est et ça le sera encore avec ce deuxième opus. Est-ce qu'il vous a aussi appris à vous, technologiquement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il vous a transmis ces outils? Est-ce que c'est quelqu'un qui révolutionne aussi le cinéma dans ce sens-là? Moi? Ah non, Oui. parce que vous parliez du producteur, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est sûr, mais effectivement, forcément, mais c'est toujours extrêmement... Enfin, moi, c'est plutôt, en fait, le côté intime de ces histoires qui me touche dans cette débauche de technique, justement. C'est que, malgré tout ça, c'est les acteurs qui sont au centre et l'émotion, en fait. Et ils n'oublient pas ça, alors qu'ils pourraient très bien l'oublier quand... justement, il y a tant d'effets spéciaux, etc. Mais il arrive à garder l'émotion des comédiens au cœur du dispositif. Voilà, une technologie au service de l'histoire, de la narration pour vous, Alice Winocour. Merci beaucoup. Avatar sera en salle le 14 décembre, Avatar 2. Vous pourrez à ce moment-là aller vous régaler si vous le souhaitez et retrouver ce cinéaste fétiche. Merci de nous avoir accordé ce moment, Alice Winocour. Sur la voie de l'eau, Fleur Hopkins, où nous emmène ce nouvel Avatar ? Alors évidemment, il s'agit de ne pas déflorer ce film. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est peut-être se remémorer quel était le sujet du premier film pour mieux comprendre ce que nous apporte de manière probante ce second film. Dans le premier film, on avait effectivement Jake Sully qui allait s'incarner dans le corps d'un Na'vi et qui allait, vous le savez, à la fin du film, décider de rester dans ce corps, de devenir un autochtone, un indigène, et donc de rester sur cette planète de Pandora. Dans son second film, déjà 10 ans ont passé, et l'enjeu évidemment de James Cameron, c'est de renouveler cet univers-monde, puisqu'on sait bien que James Cameron, c'est un créateur d'univers, on a des langues fictions, on a un bestiaire absolument fascinant, et surtout, il faut changer de monde. Et dans ce second film, le titre le dit de manière éloquente, La Voie de l'eau, eh bien, on change d'élément, on rentre dans l'élément par excellence de James Cameron, ce sont les bas-fonds, c'est la mer, c'est l'eau qui entoure les personnages. Voilà, l'eau, élément central de la filmographie de James Cameron, de Abyss à Titanic et de sa vie. C'est un grand plongeur, un passionné par les fonds marins. Il a réalisé de nombreux documentaires sous l'eau et inventé pour ce film tout un bestiaire, aussi repeupler l'océan d'animaux imaginaires, dont les Tulkuns, sorte de baleines géantes, un peu à la manière de Moby Dick. On est donc 10 ans après cette première odyssée. On retrouve les Na'vis et la famille Sully, Jake, Neytiri et leurs enfants, poussés cette fois à l'exode. Ils vont devoir quitter leur forêt et se réfugier auprès d'une autre tribu sur une île au plus proche de l'océan, traquée par un escadron de soldats. Je vous propose tout de suite d'écouter la bande-annonce de Avatar 2, La Voie de l'eau, et de retrouver juste après le producteur américain John Lando qui nous en parle. Qu'est-ce qui t'amène chez nous? Je veux mettre ma famille en sécurité. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt! Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. On y va! Respirez, respirez. Un alien, c'est tout ce qu'il voit. Je te vois. John Lando, bonjour.
Good morning. Bonjour, bonjour. Hello. Le premier Avatar, sorti en 2009, il y a 13 ans, c'était déjà plus qu'un film, John Lando. Et ce deuxième volet le confirme. Pas une franchise non plus. Comment vous définiriez la nature du projet Avatar ? La nature du projet d'Avatar, eh bien, elle consiste à créer un événement cinématographique qu'il faut absolument voir et voir en salle. Mais c'est surtout un projet qui doit toucher les cœurs et les esprits des spectateurs, les amener à voir le monde différemment lorsqu'ils quittent la salle de cinéma. Avatar 1, c'était déjà une révolution technologique avec l'utilisation de la 3D. Et vous avez parlé de rupture dans l'histoire du cinéma. Laquelle ? Comment définir cette rupture ? Comme rupture, il s'agit surtout de la capacité de porter à l'écran quelque chose qu'on ne peut pas faire chez soi, qu'on ne peut pas voir chez soi sur son propre écran. On s'est servi bien sûr de la 3D qui nous sert de fenêtre pour entrer, pour voir un monde à travers une fenêtre. C'est pas le monde qui rentre, c'est nous qui sortons vers ce monde. Et avec cette nouvelle technologie, on peut créer des prestations de personnages créés avec des effets informatiques et qui trompent l'œil. On croit qu'il s'agit d'une vraie photographie. Et c'est vrai pour les décors, pour l'environnement, pour même l'expérience vécue sous l'eau. C'est-à-dire que, à travers la voie de l'eau, on amène le public littéralement sous l'eau. On voit le public qui retient sa respiration. Oui, mais le public n'est pas comme James Cameron, une équipe de plongeurs aussi aguerris que lui. Les tribus de l'océan sont à l'honneur. Est-ce à dire que vous avez tourné dans l'eau directement ? Mais oui, tout ce que vous voyez à l'écran qui se passe dans l'eau, c'est quelque chose qui a effectivement été filmé sous l'eau. On essaye de créer des effets artificiels où on fait semblant d'être dans l'eau, mais non, les acteurs ne peuvent pas jouer correctement lorsqu'on fait ce genre de scène. Donc on a vraiment formé nos équipes pour leur apprendre à tenir sous l'eau, tenir jusqu'à 5 minutes dans certains cas, et ils étaient dans des réservoirs avec de l'eau qui avait des courants et tout, donc les scènes pouvaient être jouées vraiment comme au cinéma, comme dans des vraies scènes. Le producteur doit aussi se mouiller dans un projet comme celui-là ? Littéralement, je me suis mouillé pendant les répètes à Hawaï. On avait fait les répétitions à Hawaï, aussi bien dans la forêt que dans l'eau. Et il y avait des scènes qu'on a tournées en apnée, près de la barrière de corail. Mais également, on a fait une expédition sous l'eau, à dizaines de mètres sous l'eau, dans la nuit complète, dans le noir complet. Et on a plongé, et c'était probablement l'expérience la plus pandorienne qu'on puisse imaginer sur Terre. C'est-à-dire qu'on était là avec des mantes, des immenses raies qui volaient ou qui nageaient autour de nous, autour de toute l'équipe, et on pouvait les toucher, ces magnifiques poissons, et les membres de l'équipe ont pu porter cette expérience et la faire vivre au moment du tournage et s'en servir pour la scène où ils étaient filmés sous l'eau. Ça, c'est au sens littéral, comme vous le dites, John Lando, et au sens figuré. Est-ce que, comme producteur, pour ce film, vous vous êtes aussi mouillé, comme on dit en français ? Parce que même si Avatar, le premier, est le film le plus rentable de tous les temps, même si, avec Avatar, vous avez battu, Cameron et vous, votre propre record, celui de Titanic, le plus gros succès au box-office pendant 11 ans, vous êtes entré dans la folie de ce réalisateur, de James Cameron, sans crainte, diriez-vous, là où la majorité des producteurs seraient partis en courant devant un projet aussi pharaonique ? Moi j'adore tous les challenges qu'on me propose, un défi. Titanic, c'était effectivement un challenge, mais Avatar aussi, et les séquelles sont effectivement des enjeux encore plus dingues, mais c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'amène à adorer mon travail, à me lever le matin pour courir vers ces défis avec des équipes extraordinaires avec lesquelles nous travaillons, pour leur permettre à ces équipes de trouver des solutions à nos problèmes avec un niveau de compétence qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Et alors justement pour vous, John Lando, quel a été le plus gros défi, la plus difficile situation à résoudre ?
Probablement la situation, le plus gros défi, c'était de comment faire de la performance capture sous l'eau, parce que ça, personne ne l'avait jamais fait. Et on s'embarquait dans ces films sans le savoir, peu nous importait, on se lançait, il nous fallait trouver une solution parce qu'on était lancé. Et grâce à Ryan Chapney et des gens comme lui, ses équipes, on a pu résoudre ce problème-là. Vous avez une très belle équipe autour de vous. Est-ce que c'est justement ça, votre force, votre secret, cette équipe, vous-même, de réussir et de savoir traduire technologiquement, filmiquement, les rêves de James Cameron? La force, le secret qui permet à nos équipes techniques de trouver des solutions, c'est d'abord de leur décrire le but, la vision que l'on a. S'ils partagent votre vision, alors ils peuvent trouver les outils qui vous permettront de réussir. Le producteur américain Jon Landau, qui a accordé cette interview à Bienvenue au Club, à Henri Leblanc, notamment, nous répondait sur les conditions techniques, technologiques aussi, de réalisation de ce deuxième opus de Avatar. Fleur Hopkins, on l'entend, énormément de moyens ont été mis, une fois encore, sur ce film. On le disait, 13 ans ont passé entre le premier opus et le second. Il faut dire qu'on attendait énormément, et une fois de plus, James Cameron au tournant pour ce deuxième opus. On aimerait comprendre avec vous ce que c'est ou ce que sont les avatars. Qu'est-ce qu'ils représentent pour James Cameron? On sait que dans nos vies virtuelles, on parle de réincarnation, de dédoublement du moi, tel qu'on les voit dans les jeux vidéo ou dans le métavers. Mais pour James Cameron, quelle signification ont les avatars? Alors, comme vous l'avez bien noté, effectivement, ce terme d'avatar, il est tout à fait intéressant parce qu'il a plusieurs connotations. D'un côté, il nous parle des différentes incarnations de Vishnu, par exemple, dans la religion, ou même tout simplement dans la tradition biblique, tout simplement le Christ qui descend sur Terre et qui s'incarne. Un avatar, comme vous l'avez bien dit, c'est aussi ce personnage de jeu vidéo que l'on incarne et donc que l'on fait se déplacer à distance grâce à une manette. Et dans l'univers très précisément d'Avatar, eh bien, c'est tout simplement un corps qui va être fabriqué en laboratoire à partir d'ADN Na'vi et d'ADN humain, et il aura été fait de telle sorte à ce que seul un personnage, par exemple Jake Sully, soit compatible avec ce Na'vi, de sorte à ce qu'il puisse, une fois qu'il se met dans un espèce de sarcophage avec différentes liaisons qui ressemblent à des terminaisons nerveuses, qui ressemblent à tout simplement un système filaire qui nous rappelle Internet, qui nous rappelle des connexions technologiques, etc., eh bien, il peut télécharger en quelque sorte sa conscience dans cet être biologique pour ensuite aller tout simplement se promener sur Pandora. Ce qui est intéressant dans ce terme d'avatar, vous le voyez bien, c'est qu'on a à la fois la dimension spirituelle, l'avatar qui nous permet de nous incarner dans une entité biologique qui n'est pas moi, qui est un alien, qui est un étranger. On a un lexique extrêmement riche tout au long du film Avatar 1 et Avatar 2 évidemment. Et puis ce côté technologique, puisqu'on pense évidemment à toute la tradition du cyberpunk, et James Cameron est un grand lecteur de science-fiction. Mais justement, il est où James Cameron dans tout ça? En fait, il croit en quoi? Il a foi plutôt en la science et en la technologie, ou au contraire plutôt en Dieu, en fait? Il est où dans cette double balance? C'est toujours très ambigu, James Cameron, évidemment. On voit bien que dans certains cas, la technologie, la technique peut être positive. Si on pense par exemple à Ripley dans Aliens, le retour, qui monte dans ce méca et ce méca se fait extension du corps, la technique peut parfois être au service d'ambitions qui dépassent effectivement celle de la pure technique. Pour autant, on voit bien quand on regarde Avatar et quand on voit Avatar 2, on est évidemment plutôt du côté de la spiritualité, mais n'oubliez pas tout de même que Avatar 1 tisse tout au long du film la question de la connexion par les embranchements de la petite tresse, et donc cette idée qu'on est connecté au grand tout, qu'on est connecté à Eywa, à la Terre, peu importe le nom qu'on veut bien lui donner. Et de fait, on voit bien que cette métaphore de ce qu'on appelait le village global chez McLuhan, etc., eh bien, ça marche autant du côté de la technique et de la spiritualité. Mais si je devais répondre de manière absolument arbitraire et catégorique, je vous dirais effectivement, James Cameron, il est plutôt du côté de l'éco-fiction, comme dans Abyss, de réparer le monde, et puis faire que les êtres s'entendent à nouveau, les êtres sont un seul et même organisme. En tout cas, c'est un faiseur de monde. Avec Avatar, il dit lui-même avoir écrit un mythe, et il a permis, on le rappelle, à son héros d'accéder aussi à l'immortalité, à Jack Sully notamment, et ça dès Avatar 1. Alors qu'en pense Jon Landau, producteur d'Avatar et complice de James Cameron, dit Jean dans l'entretien, dans la voix de notre traducteur Robert Wolfenstein. On lui pose la question juste après ça. France Culture, il est 12h20, vous écoutez Bienvenue au Club.
Vous avez raconté que James Cameron est arrivé vers vous avec plus qu'un scénario, un livre d'1 millier de pages. Qu'est-ce que c'était? Une sorte de Bible? C'est vrai que Jenny est venu avec non pas 1000, mais 1500 pages. C'était des notes, en fait. Il y avait des des idées précises, mais également la description de personnages. Il voulait créer le personnage de Kiri, par exemple, et des histoires bien précises autour du personnage de Tokun. Alors, oui, c'est une espèce de Bible, en quelque sorte, puisque c'était là qu'il voyait l'évolution d'Avatar dans l'espace cinématographique. Il y a un côté démiurge chez James Cameron. Avec Avatar, il a réellement créé un monde. Il a réalisé le 1, le 2, il réalisera probablement les 3, 4 et 5. Mais ce qu'on comprend, c'est que ce projet pourrait lui survivre. Cet univers qu'il a créé, comme Dieu a créé l'univers, pourrait le dépasser. Look, I think that there is no reason to Écoutez, stop telling stories il in n'y a this pas world. de raison d'arrêter de raconter des Avatar histoires, même après Avatar 5. There's Donc l'histoire Pandora as a continuera. metaphor Je for crois Earth. que Pandora, c'est We tell une métaphore endless de la stories Terre. on Earth. Nous racontons des And histoires by sans fin sur introducing Terre. Et lorsque audiences to a new nous amenons à generation notre of the public Sullies une nouvelle and- génération des and- Solis and the teenagers from the Midnight Village, et les gamins we can continue to tell de la their barrière de stories for Medcaïna, years to come. on peut raconter leurs histoires pour des générations à venir. Donc on pourrait imaginer Avatar à l'écran sans James Cameron derrière la caméra? Absolutely. Mais I oui, think Jim mais can oui, envision parce que Jim a scenario where peut très bien Avatar's imaginer on un scénario dans screen lequel without him. Avatar Actually continue directed. sans lui, I don't think enfin we sans ever lui want to, give à la up, réalisation. particularly Alors having a voice, a il say doit in the porter matter. sa voix, il veut But, avoir son just mot à like dire, the Sully j'imagine, dans le family, dossier. Mais comme dans la famille Solis it's a qui generational gap. crée une we're trying nouvelle to surround génération, nous, ourselves with on essaie people de who s'entourer can de take on personnes more qui of the pourront burden, the responsibility reprendre of ces production défis as de we la move forward. production à l'avenir. Est-ce qu'il y a des précédents dans l'histoire du cinéma? Peut-être George Lucas avec Star Wars? Look, I think, George Lucas Oui, with Star effectivement. Wars, I think, Effectivement, vous avez les what cas they're de George doing, Lucas in avec some Star ways Wars with the Marvel et même universe. l'univers Marvel a été repris avec de nouveaux réalisateurs. Star Trek, pareil. Oui, vous avez plusieurs exemples, mais ce que nous faisons qui est légèrement différent de ce que vous dites là, enfin différent de ces autres exemples de sequels, c'est que chacun de nos films, pour chacun de nos films, a une existence indépendante des autres films. Chaque film doit être autonome à sa façon. Un film entier qui a sa propre histoire, sa propre conclusion, aussi bien sur le plan émotionnel que narratif. Et que vous ayez vu Avatar 1 ou non, on peut de la même façon aimer Avatar 2. De même, on n'a pas besoin de voir Avatar 2 pour aimer le 3. Mais si on a vu les deux premiers, peut-être que vous verrez les choses de manière un peu différente. Mais quand même, chaque film aura sa propre richesse avec cette expérience cinématographique unique. On dit souvent que James Cameron est un réalisateur visionnaire. Quels sont les thèmes qu'il a travaillés dans ce nouvel Avatar, qui porteront encore demain? I think Jim has this uncanny ability to Il a weave cette themes capacité into his assez movies that are extraordinaire de timeless. créer des thèmes qui sont Let's start with intemporels. family. D'abord, le thème de la Family is a famille. timeless theme. La famille, c'est un But thème there's also in these intemporel. movies Mais an dans importance tous ces of the films, Navi il y a expression. surtout l'expression Novi Inate Kamea, je te vois. Et là, il s'agit de pouvoir reconnaître, d'accepter la diversité des gens. Et également, jeter un regard très dur sur l'impérialisme, la colonisation d'une planète par des envahisseurs et le côté complètement insensé d'une telle aventure. Comment protéger les droits autochtones, comment protéger notre planète, notre environnement. Ce sont des thèmes universels qui sont importants pour Jim dans sa propre vie, mais qu'il veut porter à l'écran également. Qu'est-ce que représente pour ce réalisateur, votre complice, l'océan? Est-ce que c'est un univers en danger? Est-ce que c'est l'avenir de la planète pour lui? Look, I think, like the rainforest in the first C'est un petit peu movie, comme la forêt amazonienne dans le premier the film. same thing. Les océans, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont et les créatures qui vivent dans l'océan sont effectivement en danger, comme sur notre propre planète. Et nous, cinéastes, avons la responsabilité de provoquer le public pour stimuler la réflexion, les conversations sur les questions qui comptent pour nous. Et bien sûr, l'environnement compte pour nous.
Look, water is Absolument. L'eau est encore plus vitale qu'on l'imagine. D'abord, c'est une matière vitale dans nos propres corps, mais pas seulement cela. Nos océans, la plupart des océans, la planète est couverte d'océans, et l'eau porte tout dans notre société à telle enseigne qu'il faut trouver une façon de permettre à l'eau de survivre. Voilà, si la Terre a soif, le monde aura faim demain. Tout ça est interconnecté et c'est ce qu'évoque aussi James Cameron et vous-même à travers ce deuxième volet d'Avatar, The Way of Water. John Lando, j'imagine que vous auriez eu envie de nous dire un petit mot sur James Horner, le complice à la musique de James Cameron, disparu en 2015, mais je ne sais pas si on a le temps. Est-ce qu'il est remplaçable ? there is no replacing James Non, Horner. on ne pouvait pas le remplacer, c'est sûr. Mais enfin, il s'agissait de trouver un compositeur qui pouvait rendre hommage dans sa propre composition à l'œuvre de James Horner. Et Simon Franklin était l'homme parfait. C'était un collaborateur de longue date de James sur Titanic, sur Avatar. Et la musique originale est celle de James, mais à travers la voix de Simon. Si vous allez voir un film de Star Wars, c'est pas la musique de John Williams, mais on sent que c'est une musique de John Williams. Merci mille fois, John Lando, et merci à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Et je me retourne vers vous, Fleur Hopkins, reconnexion à la nature, Ode au paradis perdu, attention toute particulière portée au monde primitif, écoféminisme. En fait, James Cameron, c'est un peu un apôtre, mais de quelle cause ou quelle bonne parole porte-t-il finalement dans ses films ? On avait vu à l'époque que la réception d'Avatar avait été assez partagée. Il y en avait certains qui disaient qu'on était presque dans un roman colonial à la Pocahontas où on réécrivait l'image du bon colon qui venait effectivement au contact des navires, des indigènes et qui apprenait leurs usages et coutumes et qui effectivement les réformait aussi en leur apprenant différents éléments. Pour autant, on voit bien effectivement que James Cameron, il est un exégète. De film en film, il construit, vous l'aviez dit dans l'interview, une forme de Bible. Je pense que le terme n'est pas trop fort. On voit qu'on est dans ce qu'on appelle, alors le terme est un peu grossier, on parle de téléologie. Or, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est tourné vers la fin. Et si on revoit des films comme Aliens, avec Ripley qui n'est pas crue quand elle dit « il y a des aliens », si on revoit Lindsay dans Abyss qui dit « il y a des créatures étranges dans le fond marin », on lui dit « mais ma pauvre, tu es complètement folle ». Et puis surtout Terminator, avec cette pauvre Sarah Connor qui dit « le monde va aboutir à une fin ». On voit bien que James Cameron, il nous dit quelque chose d'une menace de la fin qui peut arriver. Et je vous renvoie ici à une scène lors de laquelle Sarah Connor est face à Miles, qui est donc le concepteur du Skynet, et elle lui dit « mais les hommes n'apportent que la destruction, contrairement aux femmes qui sont des forces d'engendrement ». Donc c'est comme si à chaque fois James Cameron nous disait « il y a de l'espoir ». Qu'on peut apporter notamment par le véhicule des films. Et puis, il y a notamment cette menace d'une apocalypse. Mais je vous rappelle aussi que le terme d'apocalypse, il est double. C'est la fin d'un monde, mais il y a un autre monde après. Et quelque part, Avatar nous promet un autre monde, celui de Pandora, qui est la terre du rachat, la terre du renouveau. Merci beaucoup, Fleur Hopkins. La galaxie James Cameron, 80 pages dans le numéro 43 de la 7e Obsession en kiosque en ce moment et auquel vous avez contribué. Merci beaucoup à vous. Merci à Thomas Beau à la réalisation avec Camille Maty et à la technique Timothée Hubert.